Audio Jungle. Audio Jungle. Amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur Congo Culture. Nous allons donc nous retrouver dans le cadre de l'émission Le Livre et son auteur. Le Livre et son auteur, comme d'habitude, c'est le rendez-vous des littéraires. Nous allons découvrir un auteur et nous allons rentrer dans l'univers de son œuvre pour voir qu'est-ce qu'il en est exactement. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir Fan Atiki. Bonjour Fan. Bonjour. Alors Fan Atiki, c'est l'auteur de cet ouvrage, Cave 72. Nous allons donc le découvrir. Qui est-il? Et surtout, cette œuvre qui est d'ailleurs votre premier roman, oui. Vous allez nous le présenter, vous allez donc nous dire Cave 72, c'est un titre assez original. Pourquoi Cave 72 et quel est le contenu? Voilà donc la trame de cette émission qui va donc débuter avec généralement les félicitations de Congo Culture à l'endroit de notre invité, parce que réaliser une telle œuvre pour un coup d'essai, je dirais coup de maître. Ah, merci. Alors Fan, sentez-vous à l'aise. Bonjour, déjà on avait calé un rendez-vous il y a quelques semaines, ça a glissé parce que vous étiez en voyage, c'est certainement pour la promotion du livre aussi. Oui, c'était pour la promotion du livre et puis bon, je pense que tous les écrivains le savent, c'est qu'à un moment lorsqu'on a dans le marché littéraire un bouquin qui circule, à un moment donné, notre temps ne nous appartient plus, puisqu'on a des sollicitations, des invitations et tout, des engagements auxquels il faudrait bien répondre. Et donc, c'est dans cette lancée-là que je me suis retrouvé à Kinshasa, à Pointe-Noire, pour la promotion du livre. Ok. Alors, nous allons commencer par votre découverte. Qui est Fan Atiki? Alors, Fan, dans la présentation qui se trouve au dos de votre couverture, il est écrit que Fan Atiki est né en 1992 à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Oui. Alors parlez-nous de votre jeunesse. Vous nous dites à Pointe-Noire, par la suite vous vous orientez dans quel genre d'études? Parce qu'aujourd'hui vous êtes un littéraire, mais je ne pense pas que vous ayez forcément fait des études de littérature. Non, ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas eu cette chance-là. En fait, tout petit, j'étais un peu comme tout le monde, donc ma vie n'était même pas originale, puisque mes rêves étaient les rêves de tous les gamins, c'est-à-dire devenir pilote. Voilà. Oh. Je rêvais bien de devenir pilote quand j'étais tout petit. Et donc, j'ai orienté mes études dans ce sens-là. J'ai fait une 6e préparatoire technique, un collège purement technique. Je suis détenteur d'un bac F3. Voilà. Et donc, pour mes études supérieures, j'ai pu obtenir un BTS en électronique et maintenance informatique. En fait, tout mon parcours ne prévoyait pas un fan, aujourd'hui auteur d'un livre. Mais n'empêche que, au-delà des études, il y a aussi la passion. Ah oui. Voilà. Il y a peut-être des qualités comme ça qui se manifestent au fil des ans. Et il y a aussi l'envie. Il y a le devoir aussi d'une certaine manière. Parce que ce livre est né justement de tous ces paramètres-là. Donc l'envie, la passion et le devoir d'une certaine manière. Et donc, vraiment, je ne me voyais pas être un jour auteur d'un livre. Et d'ailleurs, même quand je suis arrivé ici à Brazza, c'était pour me reconvertir d'une certaine manière, puisque j'avais envie d'effacer un peu ce passé purement technique. Et qu'est-ce qui se passe pour que vous puissiez changer de cap? Parce que le rêve de gosse ne pouvait plus être réalisable? Bon, oui, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que d'une certaine manière, j'étais obligé de ne plus croire en ce rêve-là, parce que je comptais beaucoup sur mon père, mais seulement le destin a fait de sorte que mon père nous quitte très tôt. Donc il est parti en 2002, je venais d'avoir mes 10 ans, il est parti en 2002, et en 2002 j'étais encore au collège, je passais en 5e en fait. Et donc à partir de là, je n'avais quasiment plus personne pour me soutenir. C'est vrai qu'il y a eu le frère de papa qui m'a soutenu jusqu'à avoir ce BTS-là, mais après, bon, il fallait bien que je vole de mes propres ailes. Exactement. Voilà, donc il ne pouvait plus me supporter comme ça jusqu'à ce que je devienne le pilote
voilà, que j'aurais voulu devenir. Et donc, il fallait s'adapter à la vie. Il fallait s'adapter à la vie, il fallait chercher un emploi. Et j'ai dû abandonner donc les études pour trouver un emploi rapidement. J'ai travaillé dans une pharmacie en tant qu'informaticien, en tant qu'électronicien aussi. Mais à un moment, j'ai voulu passer à autre chose. J'avais comme l'impression que ce boulot n'était pas fait pour moi. Du coup, je voulais aussi me lancer dans d'autres défis. Donc c'est ce qui m'a poussé à quitter Pointe-Noire, à arriver ici à Brazzaville pour me donner une seconde chance d'une certaine manière. Et donc j'ai essayé de m'inscrire à Bayardel. Donc à la faculté des lettres, des arts et des sciences humaines. Exact, parce que je voulais faire langue et littérature française, puisque à un moment, j'ai dû nourrir un autre rêve, puisque ayant abandonné le rêve de devenir pilote, je voulais bien devenir docteur en grammaire. Donc vraiment devenir grammairien, moi, ça, à un moment donné, ça me parlait beaucoup. Mais seulement lorsque j'arrive à Brazza, j'essaie de m'inscrire à la fac. Mes études antérieures ne m'ont pas facilité la tâche, puisque selon les réglementations de Mariam Gouabi, mon profil ne correspondait pas aux études que je voulais bien faire. C'est-à-dire que vous passez du technicien à littéraire, voilà, pour eux c'était vraiment incompatible, ça rentrait en inadéquation. Et c'est dommage d'ailleurs qu'on puisse penser ainsi, surtout quand il s'agit d'une faculté. Parce que c'est moi qui décide en fait de mes études, c'est moi qui décide de me reconvertir. Et seulement, je pense que c'est une pensée qui doit avancer, hein, parce que d'une certaine manière, c'est établir un frein en fait aux rêves de certaines personnes. Et donc c'est pour cette raison-là que je n'ai pas pu m'inscrire à Bayardel. Mais quoique je n'ai pas renoncé à ce rêve-là, même si celui de devenir pilote, bon, donc, je l'ai enterré, ça s'est enterré. Voilà. Et par contre, devenir grammairien, docteur en grammaire, ça vous tarote encore l'esprit. Bien sûr. Et d'ailleurs, je me suis fait ce vœu-là, je me suis promis de ne pas mourir tant que je n'aurai pas ce doctorat-là. Ah, quelle ambition. Voilà. Alors, Fan, avant d'arriver à la littérature, je pense que vous avez côtoyé ce monde-là à travers plusieurs aspects, notamment le théâtre, le slam. On a appris que par le passé, vous avez touché au slam. Vous êtes slameur. Oui, je suis slameur. Je suis entré dans le monde de l'art bien avant le slam. Comme tout adolescent de mon temps, je faisais du rap. Ah. Voilà. Et déjà à cette époque-là, je m'intéressais au texte, à la profondeur du texte. Et ce qui faisait de moi un rappeur très différent du quartier, parce que tout le monde se lançait. Ils étaient vraiment dans la technique, parce que c'est tout ce qui intéressait les gens, dans la rime, la technique. Et moi, j'aimais bien produire des textes très profonds, des textes avec un message bien construit. Et à partir de là, lorsque je rencontre le slam, je me dis que c'est un médium qui me correspondait. Voilà. En fait. Je me suis dit que c'est ça. Juste le milieu à fond. Exact. Parce qu'au moins dans le slam, on s'appuie beaucoup plus sur le propos, sur la métaphore, sur le contenu. Là, c'est vrai qu'il y a aussi un aspect technique, ça c'est vrai. Puisque dans la déclamation, il y a aussi le rythme qui compte, voilà. Puisqu'il s'agit de la poésie. La poésie, justement, ce n'est pas que la rime, la poésie, ce n'est pas que le vers, la poésie, c'est aussi la mélodie, le rythme et tout ça. Et donc, il y a eu ce paramètre-là, ce fait-là qui m'a poussé à m'intéresser un peu plus au slam. Et je me suis senti très à l'aise, parce que c'est un médium vraiment par lequel je m'épanouissais facilement. Et c'est vrai que j'ai longtemps roulé ma bosse là-dedans, voilà, puisque maintenant, en 2002, ça me fait exactement 10 ans d'expérience dans le slam. Exactement 10 ans. Voilà. Et donc, oui, c'est un passé qui m'a aidé à m'intéresser à la littérature. Il y a aussi le théâtre. Oui, aussi le théâtre, parce que déjà, le point commun entre le slam et le théâtre, c'est qu'il s'agit des arts de la scène. Voilà. Donc, il y a cet événement, mais aussi je dois préciser que ça a été l'un des chemins en fait, puisque arriver totalement à la littérature est passé aussi par la lecture.
comme la plupart des jeunes de mon époque, de mon temps, je ne lisais pas. Je m'intéressais à la musique, comme je l'ai dit, le rap, la télé, c'était, on va dire, mes distractions les plus habituelles. Mais après, lorsque je tombe sur le roman de Gustave Flaubert, bon, c'était pas un roman, c'était plutôt un recueil de nouvelles, Les Trois Contes, je commence par lire ce recueil, et là, tout de suite, il y a un déclic, le style de l'auteur me parle. Et pourtant, c'était le premier livre que je venais de lire, mais bon, je ne compte pas les BD, hein, je ne compte pas les BD. Mais je me suis dit, ça, c'est ce qu'on appelle écrire. Ah. Et à partir de là... Vous êtes identifié à l'auteur. Exact, je me suis vraiment identifié parce qu'il avait un style très poétique, très profond et en même temps très ouvert aussi parce que c'était un style très accessible à tout le monde. Et cette accessibilité-là, justement, ne retirait pas de ce style-là le charme qu'on lui connaît. Et je me suis beaucoup intéressé du coup à l'auteur. J'ai fait des recherches sur lui et je suis tombé sur un autre de ses bouquins, Madame Bovary. Okay. Que j'ai lu, que j'ai consommé, mais avec délectation. Et là, je me suis dit, mais tiens, en fait, lire peut aussi procurer un énorme plaisir. Tout à fait. Et je me suis lancé donc dans la lecture d'autres livres. Et c'est ainsi qu'en lisant, et j'ai au fur et à mesure nourri aussi cette passion de la littérature et également cette envie de pouvoir écrire quelque chose. Et puisque en amont j'ai parlé de devoir, parce que lorsqu'on est témoin de certaines choses en ce qui concerne nos réalités congolaises, parfois on se sent comme investi d'un devoir, d'une responsabilité de parler, ne serait-ce qu'aux plus jeunes en fait. Devenir un porte-voix. Exact. Et moi, à partir de là, je me sers de l'art comme étant un moyen de communication, donc un moyen d'intéresser les plus jeunes. Et je ne veux pas faire le moraliste. Je ne veux pas faire le moraliste. Donc, mais je quand même un précurseur pour les jeunes. Oh, oui, d'une certaine manière, mais pas tant que ça, parce que s'il faut vraiment parler des précurseurs, moi je citerai Emmanuel Dongala, qui a commencé à écrire très jeune aussi. Encore moi, mon premier livre, je le sors à 29 ans, mais Emmanuel Dongala, c'était beaucoup plus tôt que ça. Et même Kalissa Ikama, à 13 ans. Voilà. Donc, il y en a qui ont publié beaucoup plus jeunes que moi. Donc, moi encore, je me lance tout simplement dans un fleuve. Mais vous avez envie d'encadrer cette jeunesse, vous avez envie de leur faire comprendre qu'ils ont du potentiel, qu'ils peuvent s'identifier à ce que vous faites. Exact. C'est surtout de les pousser à se remettre en question, c'est surtout ça. Ouais. Parce que dans mes propos à moi, j'évite d'être péremptoire. Parce que donner des leçons ou dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, non, ça j'évite. Mais tout ce que je souhaite, en tout cas, que ce soit dans le slam, que ce soit dans le roman, c'est surtout susciter des interrogations, pousser aux plus jeunes à se remettre en question. Et d'ailleurs, il y a pas mal de choses que j'essaie de briser, pas mal de tabous que j'essaie de briser, aussi d'éléments, d'habitudes qui s'inscrivent dans la convention, voilà, dans ce qui serait normal pour la société, bien sûr, au regard de la société. Donc, j'essaie quand même de faire comprendre aux plus jeunes qu'à un moment, on peut très bien sortir de là. Par exemple, il y a le mot réussite. Nous, on a une certaine conception de la réussite. Pour mes parents, et comme pour bien d'autres parents, réussir, c'est travailler dans le pétrole en ce qui concerne le Congo. Dans notre contexte, c'est travailler dans le pétrole, c'est au moins être à la fonction publique. C'est en tout cas s'habiller en costard et puis être derrière un bureau, être assis là, à signer des papiers et tout, et quelquefois s'ennuyer à longueur de journée ou à ne rien faire en fait. Mais le concept de réussite, moi, je l'interroge en fait et je le pousse un peu plus loin. Et vous l'élargissez? Je l'élargis, mais complètement, que ce soit dans le roman, que ce soit dans les textes que j'écris dans mes textes de slam. Le concept de réussite, je l'élargis, je le rends beaucoup plus grand. Parce que en fait, c'est quoi la réussite finalement? Est-ce que c'est justement ça, c'est-à-dire s'asseoir derrière un bureau? Très bonne question, et on attend la réponse. Voilà, moi je n'ai pas la réponse. Moi je n'ai pas la réponse. Ou est-ce que c'est... C'est une perception. C'est accomplir son rêve finalement, réussir. Est-ce que c'est ça aussi?
pour ma part, je considère avoir réussi puisque j'ai pu faire ce que j'ai voulu faire. Voilà. Vous êtes fixé des objectifs. Exact. Et vous les atteignez. Et je suis en train de les atteindre, voilà, petit à petit. Donc je me vois. C'est vrai qu'au départ, je ne me voyais pas écrire un bouquin, mais à un moment, j'ai pensé écrire un bouquin. Et maintenant, je l'ai. Il est là en face de moi. Vous êtes dans la peau de l'écrivain maintenant. Ce n'est plus le technicien fan. Exact. Mais c'est l'écrivain fan Atiki. Oh, bon, oui. On peut le dire comme ça. Voilà, c'est l'écrivain fan Atiki. Exact. Exactement. Alors, fan, vous avez longuement épilogué sur votre parcours. Je pense que beaucoup de jeunes peuvent s'inspirer de cela. J'ai noté dans votre parcours cette volonté de se reconvertir et d'entendre, d'écouter la voix intérieure qui vous parle pour réaliser vos rêves. Et parmi vos rêves, vous avez pensé mettre sur la place du livre un bouquin, Cave 72. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Exact. D'abord, commençons par le nom, Fan Atiki. J'aimerais que vous puissiez revenir sur votre identité complète. Alors, mon nom complet, c'est Atiki Montpouillat Wilfried Fan. Bon, le dernier prénom, je n'aime pas trop le citer, mais il commence par M. Voilà, j'ai 3 prénoms. Et vous avez coupé court? Oui, pour des raisons pratiques, parce que je ne pouvais pas mettre mes 2 noms et mes 3 prénoms. Ça aurait fait trop long, en fait. Donc, pour des raisons pratiques, j'ai pris un prénom et un nom. Donc, j'ai pris le nom de mon père, d'une certaine manière, pour lui rendre hommage. Et puis, j'ai pris le prénom qui a été donné par ma mère, parce que encore, même le prénom a une histoire, même ce prénom Fan a une histoire. Oui. Et c'est un prénom qui a été proposé par ma mère, même si au départ mon père n'en voulait pas, mais il a fini par céder, parce que de toutes les manières, les hommes plient toujours face aux femmes. Donc, j'ai ce nom-là, ce nom d'auteur que je me suis donné, c'est une certaine manière de rendre hommage et à mon père et à ma mère. Ok. Et ça fait quand même original, hein? Fan Atiki, moi je me dis, c'est congolais, c'est vrai, mais c'est un peu plus africain. Oui, il y en a même qui disent que c'est beaucoup plus universel que ça. Donc je pense que si un jour j'arrivais en France et que, pour blaguer, Éric Zemmour est président, je pense que facilement je serais assimilé, puisque je m'inscris dans l'universel. C'est bien cela. Cave 72, un titre là aussi assez original. Une fiction ou une réalité? C'est une œuvre, c'est un ouvrage totalement fictif. C'est totalement fictif. Bon, totalement fictif, c'est encore une façon de dire. C'est vrai que ce livre s'appuie sur certains événements qui sont réels, mais sinon qu'à 98%, c'est inspiré tout simplement de mon imaginaire. Et donc, c'est quoi l'histoire déjà? C'est l'histoire de 3 jeunes qui ont tendance à fréquenter un bar qui porte le nom du roman, donc Cave 72. Et donc ils sont là, en fait ces 3 jeunes se considèrent comme étant des subversifs. Pourquoi? Parce que eux, ils veulent sortir de la logique de la société, de ce que la société considère comme étant normal. Et ils ont leur façon à eux d'appréhender le monde. Et ça, ils ne le cachent pas en fait. Et du coup, ils se retrouvent dans des bars. Normalement, c'est pour échapper aux invectives de leurs parents, parce que ils décident en fait de réaliser leurs rêves, puisque pour la plupart, ce sont des artistes. Voilà. Et ils se disent que forcément, leur réussite passera par l'art. Et ils essayent bien sûr de faire de leur mieux pour gagner de l'argent, pour subvenir à leurs besoins, en passant bien sûr par l'art, donc en ayant pour activité principale l'art. Mais seulement leurs parents n'adhèrent pas à cette vision, et bien sûr, comme tout parent le ferait, ils s'opposent. Ils s'opposent et ils leur demandent d'aller chercher un boulot. Et déjà, ce sont des personnages qui ont renoncé à leurs études parce qu'ils ont pensé que les études qu'ils faisaient ici, puisque ça se passe au Congo, donc les études qu'ils entreprenaient au Congo ne correspondaient pas aussi à ce qu'ils avaient bien envie de faire. Donc ils ont quitté
l'université nationale, puisque c'est comme ça que je l'appelle dans le roman. Ils ont quitté l'université nationale et ont décidé de s'instruire rien que par les livres, en lisant seulement. Et donc ces jeunes ont tendance à fréquenter un bar qui porte le nom de Cave 72, tenu par une dame très ouverte, une dame en tout cas douée d'une bienséance et d'une bienveillance. Je l'appelle Maman Nationale dans le bouquin. Et ils ont tendance aussi à fréquenter le jeune frère d'un ancien ministre. Et à partir de là, ils font connaissance avec ce ministre-là. Donc ils finissent par développer un projet autour de l'art, puisqu'ils comptaient mettre en place un label qui produirait... Avec le ministre comme parrain. Avec le ministre, voilà, comme parrain, voilà, qui produirait plusieurs activités culturelles. Mais seulement... Il y a un couac. Il y a un couac, puisque... Parallèle à leurs ambitions, il y a un autre homme, un colonel, qui nourrissait aussi des ambitions de gagner une certaine promotion, d'accéder à une certaine notoriété, une certaine ascension sociale. Et donc, pour lui, la seule voie, justement, d'atteindre cette ascension-là, c'était justement de passer par un complot. Puisque c'est, on va dire, d'une certaine manière, le garant de la tranquillité du pays. Et donc, il initie comme ça un faux coup d'État. Il initie un faux coup d'État, et donc il se trouve des faux coupables. Et pour des raisons de crédibilité, il a pensé que ces trois jeunes correspondaient au profil même. Voilà, des jeunes subversifs qui s'opposeraient à l'État ou encore aux décisions du gouvernement. Donc, il les accuse de fomenter ce coup d'État-là. Et toujours pour des questions de crédibilité, il fallait trouver quelqu'un de plus assis, en fait, politiquement parlant. Et là, il désigne cet ancien ministre qui fréquente les jeunes. Et les jeunes deviennent donc des ennemis publics numéro 1. Ils se font traquer par la police, par l'armée, par la gendarmerie, voilà. Et du coup, c'est des jeunes qui tentent de s'en sortir tant bien que mal, ils tentent de s'innocenter. Et d'ailleurs, c'est de là qu'intervient la partie polar, sinon enquête, de ce roman, puisque c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un brassage, en fait. C'est vraiment un roman hybride, il y a un peu de tout. On peut le considérer comme étant... un roman d'apprentissage, un polar, un roman d'amour. C'est vraiment un roman très hybride. Bon, maintenant, est-ce que les jeunes réussiront à s'en sortir, à s'innocenter? Ça, je ne pourrais le dire, donc je demanderai aux lecteurs de lire. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un roman rempli de rebondissements, de suspense, et qui entraîne le lecteur là où il ne s'y attend pas. Ah. Et puisque nous ne parlons pas de l'issue de cette histoire, mais quelles sont les leçons que vous faites passer à travers cette fiction? Alors déjà, il y a je dirais qu'il y a la question de l'éducation, déjà, qui est posée là-dedans. Et comme je l'ai dit, je n'aime pas donner des leçons, je n'aime pas prendre des conclusions. Il y a déjà la leçon sur une question sur l'éducation, il y a une interrogation là-dessus, puisque les jeunes, à travers ces jeunes-là, ils remettent en question le système éducatif du Congo, en fait. Qui n'est plus adapté, selon eux, aux réalités du moment. Exact. Et qui peut-être est en train de péricliter, voilà, puisque selon eux, il y a tellement d'incompétences qu'on souligne maintenant dans ce domaine. À tous les niveaux. À tous les niveaux, en tout cas, à tous les niveaux. Bon, ça c'est leur point de vue, c'est pas le point de vue de l'auteur, autant le préciser, ça c'est le point de vue des personnages. Donc, il faut éviter d'envoyer fan en prison. Exact, parce que ce n'est pas mon point de vue, c'est le point de vue des personnages. Au-delà de ça, il y a aussi la question sur la langue. Alors, parce que quelque part, il y a un personnage qui ne sait pas bien s'exprimer en français, mais qui pourtant s'exprime très bien en lari, en kituba et en lingala. Et c'est donc ce personnage maîtrise, et je dis bien le mot maîtrise, ces trois langues. Mais par contre, le français,
voilà, donc ce personnage éprouve beaucoup de lacunes en fait à s'exprimer en français. Et à partir de là, il y a aussi une question qui se pose sur la langue. Est-ce qu'on doit s'en prendre à ce personnage parce qu'il ne sait pas parler? Pour autant, ce n'est pas donné à tout le monde de maîtriser 3 langues, parce que j'aime bien m'amuser là-dessus. Quand je dis que, par définition, la plupart des Africains sont polyglottes, en fait, puisque les Africains parlent plusieurs langues. Voilà. En dehors de ça, il y a aussi la question sur l'absurde. Et donc, en revenant sur les langues, on peut donc dire que Fan ici met l'accent sur les langues vernaculaires, le lingala, le kituba, et aussi sur les langues maternelles. Exact. Voilà. Exact. Oui, parce que de toutes les manières, c'est un débat qui est encore présent un peu partout. D'ailleurs, l'UNESCO en a parlé récemment. Les Nations Unies ont décrété une journée de la langue maternelle. Question de dire qu'on n'est pas toujours trop français. Il faut toujours penser à nos langues maternelles. Et bien sûr, de toutes les manières, on doit tout faire pour que ces langues-là continuent à vivre. Voilà. Et, récemment, j'ai tenu une discussion là-dessus. Donc, quand je dis récemment, c'était à Pointe-Noire. J'ai tenu une discussion là-dessus avec le doyen Gabriel Mouinou-Koundji. On en a le poète, on en a un peu parlé, mais également, il y avait également Émeraude Kouka, et puis Huguette Nganga. Voilà. Donc, on a essayé de parler un peu de la langue, de nos langues à nous, comment faire... Qui regorge une richesse. Bien sûr, bien sûr. Et puis, bon, après, ça c'est un autre débat. Voilà, ça c'est un autre débat. Mais je pense qu'il est quand même important de s'interroger quand même là-dessus, sur comment réussir à faire vivre nos langues. Parce que c'est vrai que de plus en plus, elles s'effacent au profit du français. Mais n'empêche qu'elles continuent à vivre, puisque ce sont des langues qui sont là, présentes dans l'art, par exemple dans le conte. Il y a beaucoup de conteurs, ici en tout cas, il y a beaucoup de conteurs qui glissent quelques mots en lari ou encore en téké, voilà. Et en ce qui concerne le lingala, par exemple, le lingala continue de vivre grâce à la rumba, grâce à la musique. Voilà. C'est la langue de la musique. Exact, c'est vraiment la langue de la rumba, le lingala. Voilà. Et je faisais même une blague, je disais, j'imagine très mal une rumba en français. Je ne dis pas que c'est impossible, mais j'imagine très mal une rumba en français. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait accorder ces langues-là leur place pour qu'elles continuent de vivre. Donc vous avez parlé de la formation, vous avez parlé de la langue, et quoi d'autre encore? Il y a l'absurde, puisque l'humain s'inscrit quotidiennement dans l'absurde. Ne serait-ce que par sa pensée, ne serait-ce que par ses habitudes, l'humain s'inscrit quotidiennement dans l'absurde. Il y a un fait qui est souligné là dans le roman. D'ailleurs, il y a plusieurs faits, mais il y a notamment celui de la révolte du peuple. Donc il y a un peuple qui se révolte juste parce qu'on a décidé de fermer un bar. Et là, on va se dire, mais c'est insensé, d'une certaine manière. C'est insensé. Mais pourtant, l'histoire nous dit que quelque part en Afrique, il y a un peuple qui a destitué un dictateur parce qu'il y a eu augmentation du prix du pain. Donc, parce que le prix du pain aurait augmenté, et donc le dictateur de ce pays-là s'est vu destitué par le peuple, en fait, puisque le peuple est allé dans la rue, le peuple a manifesté, et ce dictateur est parti. Bon, c'est vrai que c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, mais n'empêche que c'est parti par là. En gros, c'est comme pour dire que cette notion de l'absurde, elle est là présente. Et j'ai pensé qu'il fallait quand même souligner ce fait-là, puisque, comme je l'ai dit, moi je m'inscris vraiment dans le procédé qui consiste à susciter des interrogations sur soi, sur la société et sur l'autre. Et donc, en dehors de ça, il y a aussi une interrogation sur le politique. Alors, je ne viens pas, comme je l'ai dit, je ne viens pas donner des leçons, parce que aussi ce livre-là, c'est vrai qu'il prend quelquefois un certain temps politique, mais c'est beaucoup plus un temps engagé. Donc je ne viens pas critiquer qui que ce soit, je ne m'en prends à personne, mais en fait, il plonge quand même un peu dans la politique, puisque
il s'agit donc de pousser justement à nos hommes politiques à se remettre en question sur leur façon de gérer justement le peuple, en fait, pour ne pas dire le pays. Leur façon à eux de gérer tout un peuple. Un relâchement. Il y a un relâchement, il y a aussi peut-être, on va dire, un certain déni. Voilà. Et parce que moi, je me dis que le peuple, c'est le premier conseiller du gouvernement, ou du moins des... Démocratie, c'est son pouvoir. Exact. Donc, le peuple, puisque c'est le peuple qui connaît exactement quelles sont les difficultés qu'il a sur le terrain, voilà, s'il faut le dire ainsi. Voilà. Et donc, c'est au peuple de dire aux membres du gouvernement que ceci ne va pas, que cela ne va pas. Voilà. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte de mur, en fait, qui sépare les membres du gouvernement et le peuple. Voilà. Et donc, à partir de là, je pousse aux membres du gouvernement à se réinterroger en fait sur leur manière de gérer tout un peuple, parce que oui, il faut bien profiter de sa situation, moi je veux bien le concevoir, mais tant que le peuple se nourrit, tant que le peuple a réussi à trouver de quoi se loger décemment, de quoi se nourrir, tant mieux. Voilà, donc pour moi, s'ils peuvent rester là éternellement, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais tant que le peuple se retrouve, tant qu'on est épanoui dans tous les domaines, en tout cas, que ce soit sur le plan sportif, économique, et, culturel, et même dans l'éducation, tant qu'on est épanoui, pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand il y a des remords, lorsqu'il y a beaucoup de difficultés au sein de la population que... Effectivement, à ce moment, oui, je pense que le peuple doit dire... non pas s'en prendre au gouvernement, mais dire au gouvernement que non, mais là, ça ne marche pas, essayer d'arranger les choses. Parce que moi, je suis vraiment pour cette collaboration, s'il faudrait trouver ce mot-là, pour une étroite collaboration entre le gouvernement, ou du moins les membres du gouvernement, et la population. Moi, je suis vraiment pour cette collaboration-là. Et j'y crois. Je sais que ça sera possible un jour. Moi, j'y crois, parce que je suis très optimiste, et j'y crois. Et donc, d'une certaine manière, dans le bouquin aussi, j'invite c'est nos politiques à nous à se remettre un peu en question. Voilà. Et donc là, je ne parle pas que des membres du gouvernement, mais aussi de ceux qui ont une responsabilité. Une responsabilité. Et donc, je parle aussi, donc j'intéresse aussi les opposants, ou du moins ceux qui se présentent comme étant de l'opposition. Voilà. Donc ceux-là aussi, à un moment, puisque j'ai parlé d'égoïsme, à un moment, ils ne doivent pas se lancer, ou ils ne doivent pas devenir opposants juste par... Pour le ventoux. Par profit, voilà. Donc il faudrait bien que ça soit pour, en fait, au bénéfice du peuple. Voilà. C'est beaucoup de leçons hein, pour une première publication. Pas des leçons, mais surtout des interrogations. Voilà, des interrogations. Et ça peut déjà ouvrir une brèche pour la nouvelle. Oui, d'ailleurs... Commencer par un roman, c'est vrai. Oui. Et la nouvelle requête, oui, mais au fait que vous dénoncez déjà. Et d'ailleurs, avant d'écrire le roman, j'ai écrit pas mal de nouvelles. J'ai 10 nouvelles que j'ai pu écrire. D'ailleurs, ça constitue même déjà un recueil. Bon, je sais pas si je le publierai de sitôt, mais je dois d'abord le retravailler, voilà. Mais bon, après publier une nouvelle, c'est pas facile. Il est plus facile de publier un roman qu'une nouvelle ou même de la poésie. Voilà. Donc, mais la nouvelle, je pense que ça attendra un peu. Pas de souci. Alors, Fan, en tout cas, nous avons passé en revue cet ouvrage. Nous n'en dirons pas assez, hein, parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est susciter justement la consommation de cette œuvre. Oui. Et je pense que ce public qui nous suit avec beaucoup d'attention est conscient qu'il y a de la matière et qu'il faut entrer dans cet univers pour découvrir la pensée de l'auteur. Est-ce que vous pouvez nous orienter le public sur l'endroit où on peut trouver cette publication et le prix auquel on peut l'avoir? Alors, donc, il y a deux possibilités. Si on veut acquérir le livre pour soi, rien que pour soi, à ce moment, je demande aux gens de se rendre à la FNAC, donc à Brazzaville. Voilà, je demande aux gens de se rendre à la FNAC, qui est dans l'enceinte même du casino. Voilà, je pense que ça, tout le monde le sait. Et il est vendu à la FNAC à 14 500. Ouais, c'est vrai que pour le pouvoir d'achat du Congolais moyen, ça fait beaucoup. Mais n'empêche que je pense que si on décide de faire un peu d'effort, de fournir un peu d'effort, on peut très bien se l'approprier parce que
on arrive quand même à dépenser quelquefois bien plus que ça quand on veut consommer de l'alcool. Voilà. Avant de terminer, Fan, et pardon pour la deuxième possibilité. Voilà, donc, voilà, je peux demander aussi aux gens de se rendre à l'Institut français, pas pour acheter, mais ne serait-ce que pour emprunter le livre. Voilà, parce qu'il est disponible également à l'Institut français, que ce soit à la bibliothèque de l'Institut français, que ce soit à l'Institut français de Brazza ou de Pointe-Noire. Alors, Fan, cet ouvrage a déjà remporté un prix. C'est lequel déjà? Le prix Voix d'Afrique. Donc c'est un prix découverte, c'est surtout un prix découverte qui consiste, comme il est dit, comme il est énoncé, qui consiste à mettre en avant, à faire émerger les nouvelles voies littéraires du continent africain. Et donc c'est un prix initié par 3 institutions, à savoir les éditions J.C. Lattès, la radio RFI et également la Cité internationale des arts, qui est un centre de résidence où d'ailleurs après l'obtention du prix, j'y ai passé 2 mois de résidence aussi pour travailler sur le prochain projet, mais également pour faire la promotion du livre en Europe. Merci. Nous sommes arrivés donc à la fin de notre entretien. C'est à vous que revient le dernier mot. Vous l'adressez à qui et pourquoi? Le dernier mot, je l'adresse déjà à mes potentiels lecteurs congolais. Et donc, oui, c'est un roman qui est très intéressant. Je ne dis pas que pour le vendre, mais ce qui est vrai, c'est qu'on y trouve des personnages très attachants, des personnages très drôles. Voilà, et je pense que tous les Congolais vont se retrouver à travers ces personnages-là, et pas que les Congolais d'ailleurs, puisque c'est un livre, selon certains témoignages, qui s'inscrit dans l'universel, et ils ont été nombreux, aussi bien des Congolais que des Béninois, des Ivoiriens, et même des Français, et, à se retrouver dans ce roman. Et donc j'invite mes potentiels lecteurs congolais à entrer en possession de ce bouquin, à le lire, même si vous n'avez pas assez de moyens pour vous le procurer, mais vous pouvez quand même arriver à la médiathèque des instituts français. Bon, c'est vrai que pour cela, il faudrait être abonné, et ça ne coûte pas cher. Voilà, ça ne coûte pas cher, il suffit de se rapprocher déjà de l'Institut français et puis prendre connaissance des tarifs. Et sinon, c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Et aussi, j'aimerais remercier déjà l'administration de l'Institut français qui a permis que nous puissions tourner ici, et plus précisément à Madame Victorine de l'Institut français de Brazzaville, comme moi j'aime bien l'appeler, celle qui est la maîtresse même, la patronne de la médiathèque. Voilà, lui adresser un grand merci, voilà, puisqu'il faut savoir être reconnaissant. Voilà. Et bon, aussi merci au public congolais qui sera intéressé par le bouquin et aussi par l'émission. Voilà. C'est la chaîne Congo Culture. Donc un petit mot pour la chaîne Congo Culture sur Facebook et YouTube. Pas un petit mot, un grand mot, pas par sa taille mais par le contenu, puisqu'il faudrait déjà des émissions qui parlent de culture, ça on n'en connaît que très peu ici. Et aussi une émission qui met en valeur les acteurs culturels de ce pays. Et donc, du coup, c'est une chaîne, forcément, il faudrait la soutenir, il faudrait encourager cette initiative-là. Et donc, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux de cette chaîne, Congo Culture. de Congo Culture. Voilà, abonnez-vous. Et suivez les émissions qu'elle propose. Et je pense que cela ne ferait que du bien, non pas seulement à la chaîne, mais aussi à nous qui sommes téléspectateurs justement de leur programme. En tout cas, merci beaucoup Fan d'avoir accepté notre invitation. Et le message que vous avez lancé à l'endroit des autres écrivains. L'émission est ouverte à tous les écrivains, le livre et son auteur. C'est l'espace qui vous permet de venir parler de vous et de votre œuvre afin de vous faire connaître, mais surtout susciter cette lecture qui manque, parce que écrire un livre c'est bien, mais le vendre c'est mieux. En tout cas, c'était le livre et son auteur avec Fan Atiki. On se dit au revoir et à la semaine prochaine.